Bonsoir très chers téléspectateurs, bonsoir. Nous sommes très heureux de venir partout où vous nous suivez pour votre nouveau numéro du magazine Genre et Volontariat. Nous avons été très heureux de vous savoir nombreux car vous avez suivi lorsque nous avons reçu pour vous Madame Arija Bijou qui nous a parlé de la prise en charge des enfants vulnérables dans des familles pauvres qui souffraient des maladies congénitales, qui souffraient des maladies rares, la prise en charge par rapport à l'ONG Fobija. Vous avez été très nombreux. Merci de nous avoir suivis. Merci pour votre soutien. Et ce soir, nous revenons avec un nouveau numéro où nous recevons pour vous Boaz Kabongo, coordonnateur de l'ONG CNAD, Centre national d'appui au développement. Il est aussi chercheur en 3e cycle en droit pénal de violences sexuelles à l'université de Lubumbashi. Sans plus tarder, je vais vous présenter mon invité de ce soir sur le plateau de Kin 24 dans le magazine Genre et Volontariat. Bonsoir, Boaz. Bonsoir, monsieur Katende. Comment vous allez? Ça va, par la grâce de Dieu. Vous venez spécifiquement de la province de Lualaba? De Lubumbashi, province du Haut-Katanga. D'accord. Comment ça se passe là-bas? Ça va, tout va bien. Vous nous suivez à Lubumbashi, nous avons Boaz ici sur le plateau et nous vous prévenons déjà à très bientôt une forte délégation de l'équipe Genre et Volontariat et d'autres programmes. Nous serons là-bas à Lubumbashi pour accompagner les activités des acteurs entrepreneuriaux et aussi, pourquoi pas, des ONG telles que Boaz. Boaz, vous êtes coordonnateur de l'ONG CNAD. Pouvez-vous nous l'expliquer? Alors, le Centre national d'appui au développement, c'est une ONG non gouvernementale qui est là pour lutter contre les maladies à caractère pandémique, lutter, vulgariser aussi par rapport à la lutte contre le VIH-Sida. Nous sommes aussi dans la formation et aussi dans l'éducation, avec l'insertion de la jeunesse, l'alphabétisation et aussi la prise en charge des personnes vulnérables et aussi la promotion de la jeunesse par rapport à l'entrepreneuriat. Votre siège, c'est où? Nous sommes au niveau de Kinshasa et aussi nous sommes au niveau de Lubumbashi. Et le gros de vos activités, quels sont les genres d'activités que vous faites au sein de votre... Étant scientifique, étant entrepreneur, nous sommes plus dans la formation, dans la vulgarisation de différentes lois par rapport aux conférences que nous sommes en train de faire, souvent avec les amis des PNMLS de Lubumbashi. Lors de la journée mondiale sur le VIH-Sida, nous attelons à organiser des conférences parce que notre milieu où nous intervenons plus, c'est le milieu éducationnel, c'est le milieu universitaire. Souvent, nous organisons des conférences pour sensibiliser la jeunesse par rapport à la lutte contre le VIH-Sida, par rapport à cette pandémie qui est annulateur, qui est déstabilisateur, faire comprendre à la jeunesse qui est la base que le sida existe et il faut se prendre à charge et il faut être vigilant par rapport à ça. Vulgariser aussi la loi portant sur le VIH-Sida qui prévoit les droits des personnes vivant avec le VIH-Sida et des personnes affectées. Nous avons pu faire des conférences dans 3-4 universités aussi au niveau des terrains et c'est aussi ce que nous allons prévoir. Nous avons prévu à faire aussi dans les jours qui viennent. Vous nous suivez sur Kin 24 Télévision ce mercredi à 20h juste. Vous pouvez aussi suivre ce magazine sur toutes nos plateformes internet, sur Facebook, Symphorien Katende, sur Facebook. Vous pouvez aller aussi nous suivre sur YouTube, dans notre chaîne YouTube Symphorien Katende TV. Et là, je salue un grand ami à moi. Là, je suis à Lubumbashi, Karim Tajdine du Centre médical Diamant à Lubumbashi qui nous suit. Je salue Eric Katende à Kolwezi et avec son épouse Carole Katende. Donc à Kolwezi, nous arrivons. Boaz, nous entrons dans le vif du sujet. Vous avez beaucoup parlé des questions concernant le VIH-Sida et les personnes vivant avec cette maladie, les PVV. Maintenant, j'aimerais comprendre quelles sont
parce que vous êtes aussi praticien du droit, quels sont les droits garantis à une personne vivant avec le VIH-Sida par rapport à l'emploi, par rapport aux luttes contre les discriminations humaines qui peuvent arriver? Quelles sont les lois que nous pouvons retrouver? Parce que vous, votre ONG, milite dans ce domaine-là aussi. Merci beaucoup, M. Katebe. Le législateur congolais a pu mettre en place une législation, une structure juridique qui porte sur le VIH-Sida. Jadis, il n'y avait pas une loi propre par rapport à la matière du VIH-Sida. Il y avait avant des dispositions qui abordaient de manière superficielle la question du VIH-Sida, notamment les articles sur l'empoisonnement. Lorsqu'on transmettait le VIH-Sida, on pouvait les résoudre par rapport à l'empoisonnement. Il y avait aussi l'article 50 du Code pénal, livre 2, sur la transmission de substances nuisibles pouvant altérer la santé. Donc c'est dans ces cadre-là, selon le code, qu'on résolvait le problème lié au VIH-Sida. Mais en 2006, suite aux méfaits, suite à toute la discrimination et toutes les actions nocives qui se faisaient au niveau de l'Est de notre pays, le législateur congolais a résolu de pouvoir prendre une loi portant sur le violence sexuelle. Et dans cette loi-là, la loi de 2006, du numéro 6019 de 2006 portant sur le violence sexuelle, et dans cette loi-là qu'on retrouvait une disposition qui abordait dans le sens la matière du VIH-Sida. Notamment, c'était l'article 174I. L'article 174I réprimait la transmission délibérée. Là, on ne parle pas du VIH-Sida, mais on parlait des IST, donc les infections sexuellement transmissibles. Le VIH-Sida étant infection sexuellement transmissible, donc dans ces cas-là, lorsqu'on transmettait le VIH-Sida, on tombait sous le coup de l'article 174I qui punissait le coupable à une servitude pénale à perpétuité. Alors, après cela, vu qu'il n'y avait pas une loi cadré, taillé sur mesure sur le VIH-Sida, le législateur, en 2008, a pu prendre une loi, la loi de 2008, portant sur le droit de personnes vivant avec le VIH-Sida et de personnes affectées. Alors, c'est dans cette loi-là qui régisse la matière de VIH-Sida, et dans cette loi-là, le législateur prévoit le droit des personnes vivant avec le VIH-Sida et l'article 47 de cette loi-là prévoit aussi, qui a été supprimé actuellement, prévoit la manière dont le coupable pourrait être poursuivi et puni lorsqu'il transmettait délibérément le VIH-Sida. Alors, il s'agit de plusieurs droits que le législateur a prévu. D'ailleurs, la politique par rapport à la lutte contre le VIH-Sida est soumise ou bien est en charge de l'État. L'État prévoit la politique pour l'encadrement des personnes vivant avec le sida, aussi la politique par rapport à la santé. Et parmi ces différents droits prévus, c'est notamment le fait que ces personnes-là ne doivent pas subir une quelconque discrimination, et dans le milieu religieux, et dans le milieu carcéral, et dans le milieu sanitaire, et dans le milieu professionnel. Notamment, je peux citer que, selon les dispositions de la loi de 2008 par rapport au VIH-Sida, un employeur ne peut jamais refuser de pouvoir embaucher, ni de pouvoir donner, par exemple, une promotion ou les avantages sociaux à un salarié par rapport à son état sérologique. Non. Là, on enfreint la loi et on est soumis sous le coup de la loi lorsqu'on commet de tels actes. Notamment dans le milieu religieux, on ne peut pas pouvoir discriminer une personne vivant avec le VIH-Sida par rapport à son état sérologique. Il s'est de souligner aux téléspectateurs que les personnes vivant avec le VIH-Sida, ce sont des personnes normales, comme nous. Seulement, ils ont une maladie.
Et actuellement, avec l'évolution de la technologie, l'évolution médicale, ces personnes-là peuvent vivre même pendant 30 ans s'ils sont pris en charge au niveau de centres bien déterminés par la loi. Des zones de santé, par exemple, ils sont pris en charge, ils reçoivent leurs médicaments que la loi a prévu que c'est gratuit, parce que c'est le législateur qui l'a prévu. Et ils sont pris en charge, ils peuvent vivre. Donc, toutes sortes de discriminations à l'égard de ces personnes sont condamnables et sont passables sous le coup de la loi pénale. Très chers téléspectateurs, vous nous prenez de court. Nous recevons pour vous Boaz Kabongo, coordonnateur de l'ONG Centre national d'appui au développement. Il est aussi chercheur en 3e cycle en droit pénal de violence sexuelle à l'université de Lubumbashi. Nous allons parler du VIH-Sida et de la personne vivant avec le VIH-Sida. Boaz, les téléspectateurs qui nous suivent se posent la question. Dans l'un des dispositif du nom de votre ONG, il y a développement. Il se pose la question développement, quel est le lien entre le développement et le VIH-Sida. Et puis, deuxième élément, il y a de ceux qui doutent, qui doutent, il dit, mais oui, le VIH-Sida est une maladie, il n'est pas médecin, mais là on parle du droit. Quelle est la disposition qui permet à une personne qui n'est pas médecin ou praticien dans le domaine médical de parler de VIH? Si tu peux répondre pour enlever les équivoques et les doutes dans la tête des téléspectateurs qui nous suivent de partout en Europe, en Asie, partout en RDC et à Lubumbashi aussi. Merci beaucoup. Une question très pertinente, M. Katende. La matière du VIH-Sida, ce n'est pas la matière soumise aux médecins. Certes, c'est dans le domaine médical, mais nous avons aussi le droit pénal médical. Nous avons les gens qui sont spécialisés au droit pénal médical. Par exemple, nous qui sommes chercheurs dans le domaine du droit pénal de violence sexuelle, quand on voit plus le violence sexuelle, on voit plus aussi l'intervention de la médecine. On voit plus l'intervention médicale aussi. Mais le législateur nous a aidés. La loi a un caractère juridique. Nous avons une loi cadre régissant la matière du VIH-Sida. En tant que chercheur en droit, en tant que juriste, on ne peut pas rester bras croisés en disant que ça c'est la matière qui touche le domaine médical. Nous devons aider les médecins de manière à travailler dans la collaboration. Et ils sont en train de faire des recherches médicales. Nous aussi, nous voyons, nous analysons le plan purement juridique pour voir ce que le législateur a prévu. Il n'y a pas ce qu'on appelle conflit d'intérêts. Il n'y a pas conflit d'intérêts, il y a complémentarité. Il y a des domaines qui sont transversaux. Il y a des domaines qui sont transversaux, il y a des domaines qui touchent et du domaine médical, et du domaine économique, et du domaine juridique. Et donc, il y a des domaines transversaux et on est obligé de les connaître tous. Parce que si je laisse ça seulement au médecin, le médecin, quand il y aura transmission délibérée du VIH-Sida, le médecin sera bloqué. Il faut l'intervention du juriste pour lui montrer quelle est la procédure à suivre, quelle est la loi type, quels sont les articles, quelles sont les dispositions légales prévues dans ces domaines-là pour donner la solution. Parce que lorsque le législateur prend cette loi, le législateur veut recadrer les choses. Le législateur veut qu'il y ait justice sociale. Le législateur veut que la victime soit remise dans ce droit et que le coupable de l'infraction ou bien de cette incrimination puisse être poursuivi et qu'il puisse être tombé sous le coup de la loi. Donc, c'est dans ce sens-là. Et puis, une deuxième préoccupation, celle-ci, on insère la question du VIH dans les violences basées sur violence sexuelle. Donc, avoir le VIH-Sida, vous voulez résumer ça comme une violence sexuelle? Oui, le législateur nous a aidés. Lorsque vous allez voir la loi prévue pour les infections sexuellement transmissibles, le législateur nous a aidés à recadrer les choses. Souvent, il y a eu beaucoup de transmissions au moment où les violences se faisaient. Alors pour ceux qui ont acquis le sida où la transmission s'est faite par des lames contaminées, mauvaises seringues contaminées,
Ça aussi, c'est tout ça, ce ne sont que le mode de transmission de VIH-Sida. Parce que même ou bien la loi a été restreinte, ou bien la loi n'a pas pris la plénitude de la question sur la transmission du VIH-Sida. Non, la loi a abordé tous les points. Et la loi a abordé toutes les, le mode de transmission de VIH-Sida. Parce que là, vous parlez de violence sexuelle. Alors, lorsque nous avions parlé de violence sexuelle, le législateur a pu juste, comme je l'ai dit, en 2006, faire partir des transmissions, des infections sexuellement transmissibles dans le cadre de la loi sur les violences sexuelles. Mais je l'ai dit qu'en 2008, le législateur a pu prendre une loi propre, une loi propre portant sur le VIH-Sida. Donc actuellement, lorsque on transmet le VIH-Sida, on est tombé sous le coup de la loi de 2008. C'est la loi cadre qui régisse la matière du VIH-Sida actuellement dans notre pays. Voilà, vous pouvez nous poser vos questions, vos préoccupations par SMS en écrivant au plus 243 82 132 42 58 juste au bas de votre écran. Dans plus les SMS, le numéro aussi sur WhatsApp et on va vous répondre. Boaz Kabongo va vous répondre. Et puis, il y a ces problèmes de société qui arrivent. Vous êtes sur une avenue, telle maison, on identifie qu'une personne souffre du VIH-Sida. Même l'eau à boire. Les gens ne veulent même pas venir boire de l'eau. Non, là-bas, il y a quelqu'un qui souffre du VIH-Sida. Cette stigmatisation-là, comment la loi traite cela ? Parce que ça devient des calomnies, n'y allez pas, que vos enfants ne jouent pas avec ceux de cette maison parce qu'il y a quelqu'un de cette maison qui souffre du VIH-Sida. Comment la loi essaie de recadrer? Parce que la loi doit aider que tout le monde, ensemble, nous puissions mieux vivre ensemble. Je vais aborder cette question-là dans deux sens. Je l'ai toujours dit lors de nos conférences et que le VIH-Sida ne se transmet pas par n'importe quelle manière. Nous avons n'importe quelle voie, nous avons les trois modes que nous connaissons par voie sexuelle, par la transmission par les objets tranchants, et actuellement on parle aussi de mère à l'enfant. Tu vois, avec le programme PTME qu'on a mis en place, mais les médecins pourront bien nous aider. Alors, après nos enquêtes et aussi après avoir approché les médecins, je n'ai jamais su que le VIH-Sida peut se transmettre par bonjour, par salutation, par gobelet, par l'utilisation. Donc on ne peut pas avoir peur d'un PVV. Non, un PVV, c'est ce que j'ai dit, c'est une personne comme nous. Protégé par la loi. Protégé par la loi. Et protégé avec des dispositions, ça conseille même protégé par la loi. Ou dès qu'il y a stigmatisation, on est soumis et on est condamné par la loi. Parce que la loi est, comme on l'a dit, dure à l'excès de l'ex. Et la loi est dire, c'est la loi. Et aussi, il y a le principe, ça conseille, il n'est censé ignorer la loi. La loi prévoit les dispositions qui sont les dispositions pénales par rapport à la stigmatisation à l'égard de ces personnes. J'ai toujours dit que les incriminations, par exemple, les incriminations relatives à la transmission de VIH-Sida sont considérées en criminologie, comme on les appelle, les chiffres noirs. Cela veut dire que ce sont les incriminations qui ne sont pas souvent portées à la connaissance des autorités compétentes. Je cite en passant les OPJ, les OMP, les officiers du ministère public. Pourquoi? Parce que les gens se sentent d'abord, ils ont la honte. Ils ont aussi peur de pouvoir dénoncer ces discriminations. Ils se recroquevillent, ils se gardent alors qu'ils ont pleinement le droit prévu par le législateur. Et lorsqu'une loi est mise en place, lorsqu'une loi est promulguée, juste votée et promulguée par le président de la République, cette loi-là crée des droits et des obligations. La stigmatisation à l'égard de ces personnes fait l'objet d'une poursuite juridique. Alors moi, je vais d'abord, comme je l'ai dit, j'aborde dans deux sens. À l'égard des personnes qui ne sont pas atteintes, ils ne peuvent pas porter atteinte à ces personnes.
ils doivent les chérir parce qu'ils ont besoin de l'attention. Ils ont besoin d'attention. Le problème, c'est juste cette discrimination qui fait en sorte que les personnes vivent en zéro ignorant et ils se cachent. Alors que lorsque tu connais déjà que celui-là est atteint, tu peux lui porter secours, tu peux lui amener dans la zone de santé. Tu vois, ils se recouvrent parce qu'ils ont peur, ils se sentent discriminés, ils se sentent non, donc je dois garder ce nom, il y aura une autre entendement, une autre appréhension à mon égard. Donc, très chers téléspectateurs, nous recevons pour vous Boaz Kabongo qui nous vient de Lubumbashi. Il est au sein d'une ONG, une ASBEL, et dans cette ASBEL, il pose aussi les questions juridiques concernant la loi, le VIH-Sida et les PVV. Donc avec lui, nous échangeons. Maintenant, là, nous arrivons dans des questions un peu compliquées. Nous avançons. Cas pratique, vous venez pour un emploi d'embauche, que vous soyez embauché. Qu'est-ce qui se passe? On vous demande de faire un test d'aptitude physique. Vous y allez, en faisant le bilan de santé, on découvre que vous apprenez que vous êtes séropositif. Qu'est-ce qui se passe? Comment déjà la personne qui ne savait pas pour avoir un emploi l'a demandé l'aptitude physique, et là on fait le bilan de santé, on remarque qu'il a le VIH-Sida, et l'employeur qui ne savait pas, qu'est-ce qui se passe psychologiquement? L'employeur a le droit de dire non, tu as le VIH-Sida. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Comment la loi place les garde-fous? Ok, merci beaucoup, monsieur Katende. Je vais d'abord dire ce que le législateur a prévu et nous allons essayer d'analyser l'esprit du législateur. Tout à fait. Je lis la section 3e. Ça, ce sont le titre 2 de cette loi. Il est écrit de droit et de la protection des personnes vivant avec le VIH-Sida et des personnes affectées. Section 3e, en milieu professionnel. Article 19. Tout employeur applique le programme de lutte contre le VIH-Sida en milieu professionnel et organise en faveur de ses employés des activités d'information, d'éducation et de communication sur le VIH-Sida et les infections sexuellement transmissibles. L'article 20 est interdite sur les lieux du travail ou de formation toute stigmatisation ou discrimination à l'endroit d'une personne du fait de son statut sérologique au VIH avéré ou présumé, de celui de son conjoint ou de ses proches. Le statut sérologique au VIH d'une personne, de son conjoint ou de ses proches, ne peut constituer une cause de refus d'un candidat à l'embauche, de refus de promotion ou d'avantage pour un employé ou une cause de réalisation du contrat de travail. Même d'inscription à l'école ou à l'université? Oui, dans le milieu éducationnel. Les établissements d'enseignement public ou privé appliquent le programme de la politique nationale de lutte contre le VIH-Sida en milieu éducationnel et organisent les activités d'information, d'éducation sur le VIH-Sida. Le statut sérologique au VIH avéré ou présumé d'une personne ne peut constituer un obstacle à l'éducation au stage de formation de la personne. Le législateur est clair. En droit, on dit « Ubilex non dixit, ubilex non taquit ». Ubilex non distinguerait des bémous. Là où la loi le veut, elle le dit. Là où la loi ne le veut pas, elle se tait. Si la loi ne le voulait pas, elle n'allait pas les ériger en disposition légale. Elle ne pouvait pas les ériger. Peut-être, moi, en état chrétien que je suis, nous sommes en train de condamner le fait de pouvoir être de manière sexuellement désordonnée et pouvoir tomber dans ce coup. Non, nous n'encourageons pas le VIH-Sida, nous n'encourageons pas la pandémie du VIH-Sida, nous n'encourageons pas la transmission du VIH-Sida. Nous sommes chercheurs dans ce domaine, nous luttons contre ces fléaux. Ces fléaux est annihilateur, ces fléaux ne permettent pas le développement. Ces fléaux détruisent les vies. Imagine, ces fléaux amènent la pauvreté. Alors, étant chercheurs, praticiens dans ce domaine, nous sommes là pour vulgariser ce que le législateur dit et aussi conseiller nos jeunes, nos frères et nos frères, nos amis. D'être sexuellement responsables. D'être sexuellement responsables. Il y a un autre cas. Et il s'est de souligner que le législateur
a pu prendre une loi en 2018 qui a supprimé l'article 45. Là, on va y arriver parce que c'est ça que je disais. Là, on arrive au point compliqué. Je ne sais pas si les téléspectateurs vont vous aimer, surtout ceux qui ont le VIH. On y arrive. Vous avez parlé du droit à l'information. Les parents, la mère décède de suite du VIH, l'enfant qui naît à la naissance. Cet enfant n'a jamais su qu'elle est séropositive. Et un jour, elle apprend subitement. Quelle est la disposition de la loi? Donc vous imaginez un enfant qui naît, mais ses parents sont décédés de suite du VIH. Donc à la naissance, la mère est décédée parce qu'elle elle avait le sida. Maintenant l'enfant, le fait qu'on le cache son état sérologique, est-ce que c'est une bonne chose? Non, ce n'est pas une bonne chose parce que la nouvelle loi, dans la nouvelle loi, l'article 39, avant, avec la loi de 2018, avec la loi de 2008, le dépistage des mineurs n'était pas prévu. On s'est rendu compte que c'était un blocage. Ce sont là parmi les innovations que le législateur a prévues. Je vais lire l'article 39 de la nouvelle loi de 2018 qui a modifié la loi de 2008. Le résultat des tests effectués sur un mineur ou sur tout autre incapable est remis selon les cas à ses parents, à son tuteur ou à un service approprié, sauf si son intérêt supérieur en exige autrement. Okay? Le mineur est informé de son statut sérologique, des actes et examens nécessaires à son état de santé en fonction de son âge et ses facultés de compréhension. Okay? Donc, jadis, avec la loi de 2008, c'était un blocage. Je salue l'innovation que le législateur a pu apporter dans ce domaine avec la loi de 2018 qui, actuellement, le dépistage de mineurs est autorisé. Donc, si les parents ne sont pas là, il y a le tuteur. Si le tuteur n'est pas là, il y a les services appropriés. La loi parle des services appropriés qui sont capables de pouvoir prendre en charge ces mineurs. Vous nous avez dit que les PVV, les personnes vivant avec le VIH, ils ont des droits, ils ont aussi des devoirs. Oui. Là, dans la loi, vous saluez les innovations. Mais il y a un point, là où tu n'es pas content, tu nous expliques que celui qui transmet le VIH-Sida sciemment, avec conscience volontairement, doit être puni. Comment tu expliques cela tant que le législateur lui-même trouve que c'est incorrect, qu'il fallait supprimer? Monsieur Katende, je suis un scientifique. Et je viens dans cette Et de l'autre côté, il n'y a pas de scientifique. Je viens dans cette émission en tant que scientifique. Et je vais analyser. J'ai toujours analysé ces points récemment, même pendant les conférences que nous avions pu faire à Lubumbashi. Et nous allons encore faire d'autres, même ici, même aussi à Lubumbashi, avec votre aide, bien sûr. Moi, j'aborde le point du point de vue scientifique. L'article 45 de la loi de 2008 portant sur le droit des personnes vivant avec le VIH-Sida et des personnes affectées réprime toute transmission délibérée du VIH-Sida. Lorsqu'on parle de délibéré, on voit avec intention, oui. L'animus, l'intention de transmettre, la volonté manifeste qu'a une personne de transférer ou bien de transmettre de manière délibérée la maladie du VIH-Sida. Donc là, le VIH devient comme une arme pour faire du mal à quelqu'un. Voilà, parce que quand on est conscient, parce que dans le cadre de cette transmission, souvent, il y a l'intention coupable qu'a le coupable de transmettre. Mais pourquoi le législateur a supprimé cela dans la nouvelle loi, tu dis de 2000... La nouvelle loi de 2008, dans son article, 2018, dans son article 2, le législateur supprime l'article 45. Mais quelle est la motivation? Quels sont les éléments qui plaident dans le sens d'annuler ou de supprimer l'ancienne loi? Alors, après avoir mené nos recherches, nous avions pu tomber sur un manuel de droits de l'homme et de VIH-Sida
on a pu lire les motivations, notamment il faut des lois spécifiques à la matière selon ce que les assemblées des Nations Unies avaient prévu. Il faut des lois spécifiques à la matière et éviter des lois spécifiques pour rentrer dans les lois générales. Là aussi, c'est un problème, je vais l'aborder. Il y a aussi le taux élevé de transmission au niveau des maisons carcérales, des prisons. Nombre de gens seront ignorants et transmettent de manière délibérée. Il y a les taux élevés et aussi le fait de se cacher suite à cette poursuite, suite à la répression. Les gens se cachent et vivent plus en seront ignorants. Moi, je me dis que ce sont des arguments, oui, pas de problème, du point de vue social, du point de vue médical, du point de vue technique, oui, mais du point de vue juridique, en tant que juriste, en tant que chercheur en droit, moi je trouve que ça ne vaut du fait que la loi, lorsque la loi est créée, la loi crée des droits et des obligations. Donc toi, tu veux que l'on puisse garder l'ancienne loi, oui, où celui qui transmet intentionnellement le VIH-Sida soit puni par la loi. Soit puni par la loi. Que disait l'ancienne disposition? L'ancienne disposition, en son article 45, si je peux lire, l'article 45 de l'ancienne disposition sur la loi portant sur le VIH-Sida, prévoyait que est puni de 5 à 6 ans de servitude pénale principale et de 500 000 francs congolais d'amende quiconque transmet délibérément le VIH-Sida. 6 ans de prison plus 100 000 francs d'amende si tu transmets... 5 à 6 ans de servitude pénale principale et 500 000 francs congolais lorsqu'on transmet délibérément le VIH-Sida. Jadis, on était déjà en train de pouvoir proposer aux législateurs de prévoir aussi la transmission de manière involontaire. Le problème aussi de la nature de l'infraction, parce que lorsque, par exemple, la transmission est faite par les objets tranchants, on ne sait pas, on tombe sous le coup de causes et blessures volontaires, on tombe sous le coup de transmission volontaire, on tombe sur quelle disposition? Il y avait déjà des propositions qu'on voulait mettre à la disposition du législateur, mais du coup, en 2018, le législateur supprime cette disposition qui est une disposition à caractère constitutif. Monsieur Katende, la loi, lorsqu'elle est née, elle est créée, la loi a un caractère général et impersonnel. La loi, elle est erga omnes. Elle s'applique de manière générale à toute personne. La loi ne catégorise pas, la loi ne fait pas une catégorisation bien comprise. La loi, elle s'applique à tout le monde de manière personnelle et de manière générale. Et il y a encore l'élément sacro-saint qu'on retrouve dans une disposition légale, c'est son caractère coercitif, la sanction. Lorsque la loi n'a pas de sanction, on ne peut plus parler de la loi. Même un règlement a toujours des dispositions répressives à la fin. Comment peut-on mettre à la disposition des sujets de droit une disposition légale bien prévue avec une structure, un exposé des motifs, des dispositions légales qui constituent les corps, des dispositions transitoires et supprimer l'élément répressif? Pour moi, je trouve que c'est anormal. Je ne sais pas qu'est-ce que le législateur... Bon, parmi les motifs, mais même si on veut recourir aux instructions, par exemple, aux instructions qui ont été données dans les étapes. Bon, il nous reste à peu près 6 minutes, donc nous prenons la dernière ligne droite. Donc je suis en train de dire que le législateur congolais doit répondre dans les dispositions régissant la matière du VIH-Sida, l'élément répressif qui est la sanction. Pourquoi? Parce que la loi a un caractère psychologique. Déjà, je sais que lorsque je transmets, je serai passible de 5 à 6 ans de servitude pénale et je vais payer une telle amende. La personne qui sait déjà qu'elle ne sera pas punie,
Donc, dans ces cas-là, il peut se comporter en vagabond. Et dans ces cas-là, on peut dire qu'il y aura dans ce domaine la jungle ou l'anarchie. Pourquoi? Parce qu'on sait déjà que lorsque je transmets, je ne serai pas puni. D'ailleurs, je voulais encore citer en disant ceci. Le législateur ne peut pas se mettre dans une catégorisation. Non. La loi a un caractère général, a un caractère impersonnel. Les législateurs, quand ils prennent des lois, ils doivent tenir compte de tous les aspects. Imagine aujourd'hui, Katende, tu te rends compte que ta sœur a été victime de la transmission volontaire. Et le coupable ne sera pas puni. Pourquoi? Parce que la suppression ici, en droit, on parle de la radiation. On parle de l'abrogation. Oui, le terme c'est l'abrogation. Donc la loi, donc cette disposition-là, c'est comme si ça n'a jamais été existant. Et maintenant aussi, il y a un problème. Je sais que l'État nous fait des fois. Il y a un problème aussi lorsqu'on veut aborder la question de la notion de la rétroactivité. Il met tous la notion de la loi nouvelle et de la loi ancienne. Je te donne un exemple. Une personne, comme par exemple, on nous a exigé, le législateur dans son exposé des motifs, il dit que selon les instructions des Nations Unies, il faut mettre de côté les lois spécifiques, revenir sur la loi générale. Alors, si on veut laisser de côté la loi de 2008, quelle sera la loi générale? La loi générale, c'est la loi de 2006. Alors, l'article 174I de la loi sur la violence sexuelle réprime d'ailleurs de manière rigoureuse par rapport à la loi de 2008. Là-bas, la peine est servitude pénale à perpétuité. Donc, entre le coupable condamné à perpétuité. Entre le coupable qui a transmis, vouloir faire ou bien demander au juge de lui appliquer 5 à 6 ans ou servitude pénale à perpétuité. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'encre dans ce domaine. Donc, il nous reste quelques poussières de minutes. Il y a un cas, par exemple, vous avez des professionnels de sexe qui expliquent qu'il y a certains clients qui ne veulent pas, lors de passage à l'acte de rapport sexuel, utiliser les préservatifs. Ils leur proposent plus d'argent. Une personne pareille qui retrouve une professionnelle de sexe qui est déjà dans un programme où il prend des rétroviraux, il va dans une structure, mais à cause de la faim, il accepte l'argent et la personne, malgré qu'il a payé, il a été contaminé. Et puis il y a un autre cas de ceux qui quittent l'Europe. Il y a quelqu'un qui est en Europe, beau garçon, une très belle dame avec de l'argent, il est malade et il arrive ici à Kinshasa ou au Lualaba, il transmet le sida comme si ce n'est pas permis. Tout ça. Et il prend son vol, il rentre calmement en Europe sans pourtant être condamné. Non? Il y a aussi ce cas, vous avez une personne décédée du VIH-Sida qui vous laisse toute une liste. Qu'est-ce que cela explique? Donc là, ça sera comme notre conclusion parce qu'il nous reste quelques poussières de minutes. Alors, des questions très pertinentes. Le temps nous fait défaut. Mais dans tous ces cas-là, moi, je propose aux législateurs de revenir à la ratio. La ratio est qu'une loi ne peut jamais être soutirée de l'élément répressif. Là, on ne parle plus de la loi. Moi, je ne dirais qu'il ne faut plus parler de la loi de 2008 sur le VIH-Sida parce qu'une loi ne peut pas manquer l'élément important qui est l'élément coercitif, qui est la sanction. La sanction a été supprimée, l'article 45 a été supprimé de la loi de 2008. Actuellement, si quelqu'un transmet, il n'est pas poursuivi. Maintenant, par rapport à vos cas-là, donc la personne peut faire tout ce qu'il veut sans pour autant savoir qu'il fera l'objet d'une répression légale. Moi, je suis choqué dans ces cas-là. Alors voilà même pourquoi c'est ça même l'objet de notre étude scientifique que nous sommes en train de travailler en tant que scientifique pour pouvoir exposer ces problèmes sociaux que nous avions connus et le mettre au niveau du monde scientifique, au niveau je sais que ceux qui sont pour la répression ne nous donnera pas de la chance, mais tant que nous sommes inspirés par rapport à ça, nous allons nous battre pour que le législateur puisse... Pourquoi? Parce que la loi ne doit pas être
n'est pas retrouvé, on ne peut pas retrouver dans la loi ces éléments les plus importants. Parce que quand la loi est créée, la loi a un caractère psychologique. Déjà, je sais que lorsque je transmets, je serai poursuivi. Et lorsque je suis poursuivi, je serai primé des Qu'est-ce que nous pouvons retenir de votre passage dans ce nouveau numéro du magazine Genre et Volontariat? Je sais qu'on va se retrouver à très bientôt à Lubumbashi. Merci beaucoup, M. Katende. Merci de nous avoir réussi dans cette émission, l'émission qui est suivie partout, avec aussi nos programmes de trophées. Oui. Je pense que nous y serons encore pour vous soutenir. Il faut soutenir les jeunes qui font un bon travail. Nous sommes là dans le cadre de notre ONG Sénade. Il y aura d'autres activités qui seront en cours. Nous allons encore passer à Genre et Volontariat pour vous soutenir et pour soutenir votre travail. Et nous pensons aussi à tous nos amis de Lubumbashi et aussi ceux qui nous soutiennent à Kinshasa, à Lubumbashi, par-ci, par-là. Merci à son Excellence Richard Mouyej qui nous a suivis depuis le Lalba. À très bientôt, nous serons aussi au Lalba et à Lubumbashi. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Ce qui fait la force pour vivre ensemble, c'est la responsabilité par rapport à nos droits et nos devoirs. Tant que nous resterons responsables sur le plan droits et devoirs, nous vivrons ensemble. Merci de nous avoir suivis. Vous nous avez raté ce mercredi à 20h juste sur Kin 24. Rattrapez-vous le vendredi à 13h30 sur Kin 24 Télévision. Que Dieu vous bénisse.